Paris, année 1930. Une ville de splendeur culturelle, de lumière et d'art, mais aussi une capitale où les tensions politiques grandissent dans l'ombre, menaçant de déchirer le tissu même de la société. C'est dans ce décor incandescent qu'un crime d'une audace et d'une précision sans précédent va secouer les fondations de la Troisième République. L'assassinat de Laetitia Tourreau dans le métro parisien n'est pas un simple homicide. C'est un événement qui a capturé l'imagination publique, défié la logique criminelle et exposé les sombres courants souterrains qui parcouraient la France. Ce meurtre, exécuté avec une efficacité quasi fantomatique, a immédiatement posé une énigme que la presse a baptisée le crime parfait, préparant le terrain pour une enquête qui allait révéler bien plus que l'identité d'un tueur. Elle allait révéler les secrets d'une femme, les complots d'une organisation terroriste et la faillite morale d'un État. Si vous êtes fasciné par les histoires oubliées et les mystères non résolus qui définissent notre passé, abonnez-vous dès maintenant à Traces perdues et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos enquêtes. Plongeons ensemble dans l'un des cas les plus troublants de l'histoire de France. Le dimanche de la Pentecôte, 16 mai 1937, la journée de Laetitia Tourreau a commencé de manière ordinaire pour se terminer en tragédie nationale. Vers 18h, cette immigrée italienne de 29 ans, élégamment vêtue d'un tailleur vert sur mesure, d'un chapeau blanc et de gants, quitte le bal-musette L'Ermitage dans la banlieue de Charentonneau. Après un après-midi de danse, elle entame son voyage de retour. Elle prend un bus jusqu'à la station de métro Porte de Charenton, où elle arrive vers 18h24. La reconstitution méticuleuse de ces derniers instants par la police révélera plus tard la fenêtre de temps effroyablement courte dans laquelle le crime s'est produit. À la station Porte de Charenton, alors terminus de la ligne 8, le quai est bondé de passagers revenant d'une journée de congé au parc de Vincennes voisin. Malgré la foule qui s'entasse dans les voitures de seconde classe, Laetitia fait un choix qui deviendra central dans le mystère. Elle monte dans une voiture de première classe vide du convoi 382. Sa possession de billets de première classe, dont le coût était non négligeable pour une femme de sa condition, et que sa famille affirmait qu'elle n'utilisait que le dimanche, suggérait une habitude ou peut-être la préméditation d'une rencontre. Elle s'assied seule, figure solitaire dans un espace isolé, tandis que le train se préparait à partir. Le train quitte Porte de Charenton, précisément à 18h27. Le trajet jusqu'à la station suivante, Porte Dorée, est incroyablement court, durant entre 45 et 90 secondes. C'est dans ce bref interlude, alors que le train traverse le tunnel, que l'impossible se produit. Lorsque les portes s'ouvrent à Porte Dorée, les passagers qui attendent sur le quai, dont un dentiste militaire français et son compagnon, entrent dans la voiture et sont confrontés à une scène choquante. Laetitia Tourreau est affalée sur son siège. Alors que le train redémarre, un virage fait pencher son corps en avant, révélant un stylet de 9 pouces ou un couteau de type Laguiole enfoncé jusqu'à la garde dans son cou. Le coup a été porté avec une force et une précision terrifiantes, perforant sa veine jugulaire et sa moelle épinière. Le médecin légiste, qui a pratiqué l'autopsie, a émis l'hypothèse qu'un coup aussi parfait ne pouvait avoir été exécuté que par un tueur professionnel. À la station suivante, le train est arrêté et la police est appelée. Laetitia est encore en vie, mais elle décède dans l'ambulance qui la transporte à l'hôpital Saint-Antoine sans pouvoir nommer son agresseur. Avec sa mort, elle devient la première personne à être assassinée dans le métro de Paris, un sombre jalon dans l'histoire de la ville. La Sûreté nationale, dirigée par le commissaire Badin, est immédiatement confrontée à un casse-tête déconcertant. La scène de crime est immaculée. Il n'y a aucun témoin de l'attaque, aucun signe de lutte, et rien n'a été volé. Son sac à main, ses papiers et son argent sont intacts. Le crime semble sans mobile et logistiquement impossible. Pour ajouter au mystère, les portes reliant la voiture de première classe aux voitures adjacentes de seconde classe, qui étaient bondées,
sont verrouillés, éliminant la voie de fuite la plus évidente pour l'assassin. La presse parisienne s'empare de l'histoire, la surnommant le crime du métro et la présentant comme un crime parfait insoluble. Ce récit captive immédiatement l'imagination du public. Cependant, la fascination pour la mécanique du crime, le comment, a agi comme un écran de fumée efficace. Elle a détourné l'attention des questions plus pressantes et, en fin de compte, plus accessibles du qui et du pourquoi. Pendant que le public s'émerveillait de l'énigme d'un assassin fantôme, la police et les journalistes commençaient déjà à démêler une vérité bien plus explosive, une vérité plongée dans la politique et l'espionnage. Le récit du crime parfait n'était pas seulement une description de la difficulté de l'affaire, c'était une construction sociale qui servait les intérêts commerciaux de la presse et, plus sinistrement, les intérêts politiques de ceux qui préféraient que la vérité reste enfouie. Le mystère de la méthode est devenu un voile commode pour la certitude du motif. Pour comprendre le meurtre de Laetitia Thourot, il est impératif de disséquer l'identité multiforme de la victime elle-même. Sa vie était une étude de contraste, une double existence qui reflétait les tensions sociales, ethniques et de genre de la France des années 1930. L'enquête et la couverture médiatique finiront par mettre à nu ces personnages, révélant une femme bien plus complexe et empêtrée dans les affaires dangereuses de son temps que sa façade publique ne le laissait supposer. L'identité publique de Laetitia était celle d'une figure sympathique, bien que modeste. Née Laetitia Marie-Joséphine Nourissard à Oyas, dans la vallée d'Aoste, en Italie, le 11 septembre 1907, elle faisait partie de la vague d'immigrants italiens qui s'étaient installés à Paris en quête de travail et d'une vie meilleure. Ce statut d'immigré était un élément déterminant de son identité, la plaçant dans une position vulnérable à une époque de nationalisme et de xénophobie croissant en France. En 1930, elle épouse Jules Thourot, un artisan en étain. Le mariage fut de toute évidence clandestin. La famille bourgeoise de Jules n'apprit l'union que lorsqu'il était sur son lit de mort, succombant à la tuberculose en 1934. Scandalisée, sa famille coupa tous les liens avec Laetitia, lui refusant toute part de l'héritage. Cet événement la laissa veuve à 27 ans et dans une situation financière précaire. Pour subvenir à ses besoins, elle endossa le personnage d'une femme travailleuse et respectable. Le jour, elle travaillait dans une usine à Saint-Ouen, emballant des boîtes de cirage, une occupation humble qui renforçait son image d'ouvrière. Elle était connue dans sa communauté pour sa gentillesse, donnant, dit-on, de la nourriture aux enfants des rues. C'était la Laetitia que le public a d'abord connue, la veuve innocente, l'immigrée travailleuse, une victime tragique du destin. Quelques jours seulement après son assassinat, cette image soigneusement construite a commencé à s'effondrer sous l'examen de la presse et de la police. Le récit public a changé radicalement. La victime innocente a été rapidement reformulée en une arriviste ambitieuse, une aventurière avec un goût pour l'argent et un style de vie sordide. Sa fréquentation des bals musettes de la pègre parisienne, autrefois considérée comme un passe-temps inoffensif, fut réinterprétée comme un signe de moralité douteuse. La vérité, comme l'a révélé l'enquête, était encore plus complexe. Un homme du nom de Georges Rouffignac se présenta à la police, s'identifiant comme l'ancien employeur de Laetitia. Il dirigeait une agence de détectives privés et Laetitia avait travaillé pour lui entre 1935 et 1936. Cette tâche allait bien au-delà de la simple enquête sur des cas d'infidélité conjugale. Elle était impliquée dans l'espionnage industriel, infiltrant des usines en tant que pseudo-employée pour rendre compte des activités syndicales pendant la période des grèves massives qui secouaient la France. Cette activité, bien que risquée, offrait une rémunération bien supérieure à son travail en usine. Son travail pour l'agence de détective a évolué vers un rôle non officiel d'informatrice,
une mouche, pour la police de Paris. Son emploi nocturne, comme préposé au vestiaire au club L'As de Cœur, n'était pas seulement une source de revenus. C'était un poste d'écoute idéal. Les vestiaires des clubs étaient connus comme des lieux de dépôt pour des messages sensibles, et sa position lui donnait accès à un flux d'informations de grande valeur. L'enquête policière a en outre découvert un réseau de liaisons dangereuses. Laetitia avait plusieurs amants, dont des officiers de l'armée et des agents du 2e bureau, le renseignement militaire français, et effectuait des visites discrètes à l'ambassade d'Italie. Ce réseau de contacts rendait la théorie initiale d'un crime passionnel plausible, mais il pointait aussi vers le monde beaucoup plus profond et dangereux de l'espionnage politique. C'est cette révélation d'une double vie, d'une femme naviguant entre le monde ouvrier et les sombres coulisses du pouvoir, qui rend cette affaire si captivante. C'est exactement le genre d'histoire que nous nous efforçons de déterrer ici sur Traces perdues. Si vous appréciez cette plongée en profondeur, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Cela nous aide énormément à continuer à produire ce contenu pour vous. La vie de Laetitia Tourreau était donc définie par une série de dualités, italienne et française, ouvrière et aspirante, publique et secrète, agent de l'État et figure de la pègre. Ce n'étaient pas seulement des traits personnels, c'étaient des reflets directs des principales lignes de fracture de la société française des années 1930. Le changement rapide de sa représentation par la presse, de pure ingénue à aventurière moralement compromise, démontre l'incapacité de la société de l'époque à réconcilier ces contradictions. Elle devait être soit une sainte, soit une pécheresse. Elle ne pouvait pas être les deux. En ce sens, Laetitia est plus qu'une victime. C'est un archétype historique. Elle représente une figure liminale qui a transgressé les frontières sociales, ethniques et politiques rigides de son temps. Son meurtre peut être interprété comme le rejet violent par la société de cette ambiguïté. Dans l'atmosphère de plus en plus polarisée de la France d'avant-guerre, il n'y avait pas de place pour une identité aussi complexe et multiforme. Sa mort fut le résultat tragique et peut-être inévitable d'une vie vécue sur les lignes de faille d'une nation au bord de l'effondrement. Pour comprendre le mobile du meurtre de Laetitia Tourreau, il est essentiel d'analyser l'organisation qui est rapidement devenue la principale suspecte, le Comité secret d'action révolutionnaire, CSAR, plus connu sous son nom populaire, la Cagoule. Ce n'est pas une simple information de fond, c'est le cœur de la conspiration politique qui a conduit à sa mort. La Cagoule représentait le visage le plus violent et secret de l'extrême droite française, une force déterminée à détruire la République par tous les moyens nécessaires. Son idéologie était un amalgame virulent de nationalisme, d'anticommunisme, d'antisocialisme et d'antisémitisme. Son objectif principal était de renverser la Troisième République, qu'elle considérait comme décadente et corrompue par le gouvernement du Front populaire. Elle aspirait à installer une dictature autoritaire de style militaire, inspirée de l'Italie fasciste de Mussolini. La Cagoule n'était pas un groupe de voyous sans le sou. Elle était richement financée, recevant un soutien financier considérable de la part de magnats de l'industrie comme Michelin et L'Oréal, et avait des sympathisants au sein des forces armées françaises. L'organisation était dirigée par Eugène Deloncle, un ingénieur naval charismatique et impitoyable. Parmi ses agents les plus importants figurait Gabriel Jeantet, un expert en contrebande d'armes qui deviendrait l'amant de Laetitia Tourreau, et Jean Filiol, un individu connu pour sa brutalité et qui fonctionnait comme le principal assassin du groupe. Filiol était l'exécuteur des sentences de mort de l'organisation, un rôle qu'il jouait avec une efficacité glaçante. Le meurtre de Laetitia Tourreau n'était pas un acte isolé, mais faisait partie d'une campagne de terreur plus large, menée par la Cagoule. La police n'a pas tardé à lier sa mort à d'autres assassinats politiques très médiatisés,
attribués à l'organisation, comme celui de l'économiste russe Dimitri Navachine et des exilés antifascistes italiens Carlo et Nello Rosselli. Ce schéma clair et constant de violence politique démontrait que l'organisation n'hésiterait pas à utiliser la terreur pour atteindre ses objectifs, rendant l'exécution d'une informatrice comme Laetitia non seulement plausible, mais entièrement cohérente avec son modus operandi. Le nœud de l'affaire réside dans l'intersection fatale entre la vie secrète de Laetitia Tourreau et le monde clandestin de la cagoule. C'est sa mission d'infiltrer l'organisation qui a scellé son destin, la transformant d'une informatrice de grande valeur en une cible à éliminer. Agissant sur ordre de la police française, Laetitia a reçu la tâche extraordinairement dangereuse d'infiltrer la cagoule. Sa mission était de recueillir des informations sur les activités, la direction et les plans de l'organisation terroriste. Usant de son charme et de son intelligence, elle réussit à se rapprocher de la direction du groupe. Son succès a culminé dans une relation intime avec une figure clé, Gabriel Jantet. Cette liaison lui a donné un accès sans précédent à des informations internes sensibles, faisant d'elle l'une des sources les plus précieuses de la police sur le groupe. Sous le pseudonyme de Yolande, elle a navigué dans ce monde dangereux, en équilibre sur une corde raide. Au printemps 1937, la direction de la cagoule a commencé à soupçonner qu'elle avait une taupe dans ses rangs. Pour confirmer leurs soupçons, ils ont monté un piège classique de contre-espionnage. On lui a transmis de fausses informations sur une prétendue livraison d'armes. Comme prévu, Laetitia a transmis cette information à la police. Les autorités ont agi sur la base de son tuyau et ont intercepté le véhicule à la frontière suisse pour le trouver complètement vide. Le test raté était la preuve irréfutable de cette trahison. Sa sentence de mort était scellée. Selon le témoignage ultérieur de membres de la cagoule arrêtés, la direction s'est réunie le 10 mai 1937 et a pris la décision formelle de l'exécuter. L'assassinat dans le métro 6 jours plus tard fut la concrétisation de cette décision. Ce fut une exécution professionnelle, conçue non seulement pour éliminer une menace, mais aussi pour envoyer un message. Le témoignage de plusieurs membres de la cagoule arrêtés plus tard, en 1937, a désigné directement un homme comme étant l'exécuteur, Jean Filiol. En tant qu'assassin le plus notoire et le plus craint de l'organisation, Filiol était le choix logique. Peu après l'assassinat, il s'est enfui dans l'Espagne fasciste de Franco, renforçant encore sa culpabilité. La mort de Laetitia Tourreau n'était donc pas un acte de violence aléatoire, mais l'aboutissement d'une opération de contre-information qui s'est terminée par une exécution politique délibérée. L'enquête officielle sur le meurtre de Laetitia Tourreau fut, en surface, un effort massif. Plus de 800 personnes furent interrogées. La police a méticuleusement reconstitué le dernier jour de Laetitia. Cependant, son échec final n'est pas dû à l'incompétence, mais à un enchevêtrement d'obstructions politiques et à la réticence de l'État à affronter les ennemis puissants au sein de ses propres frontières. À la mi-janvier 1938, la police et les journalistes n'avaient que peu de doutes sur le fait que son meurtre était lié à la cagoule. Ils avaient le qui, la cagoule, probablement via Filiol, et le pourquoi, exécution pour trahison. Pourtant, malgré cette clarté, aucune accusation n'a jamais été portée pour le meurtre de Laetitia Tourreau. La raison de cette inaction réside dans le pouvoir et l'influence de la cagoule elle-même. Ses chefs n'étaient pas des criminels ordinaires. C'étaient des hommes ayant des liens profonds avec l'industrie, l'armée et les cercles politiques conservateurs. Les poursuivre aurait déclenché un scandale politique aux proportions sismiques, exposant l'étendue de la pourriture d'extrême droite qui s'était infiltrée dans les élites françaises. Le coût politique était jugé trop élevé.
C'était une crise que la fragile Troisième République ne pouvait ou ne voulait pas affronter. L'affaire fut officiellement classée en 1939, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale fournissant le prétexte parfait. Pour consolider ce silence, les dossiers officiels de la police sur l'affaire furent scellés et rendus inaccessibles au public jusqu'en 2038. L'échec de la résolution du meurtre de Tourreau n'est donc pas seulement un cas isolé de justice refusée, c'est un diagnostic critique de la faiblesse terminale de la Troisième République. L'impunité accordée à ces terroristes a eu des conséquences durables. Beaucoup d'entre eux occuperont des postes de pouvoir dans le régime collaborationniste de Vichy. L'apaisement d'avant-guerre des terroristes alignés sur le fascisme a directement préfiguré l'effondrement politique et moral qui a conduit au régime de Vichy. La légende du meurtre de Laetitia Tourreau repose en grande partie sur sa désignation comme un crime parfait. Cependant, ce récit, bien que captivant, obscurcit les solutions plausibles à ces mystères logistiques. La question centrale a toujours été de savoir comment l'assassin a pu la poignarder et disparaître sans être vu en moins de 90 secondes. Plusieurs théories existent, mais l'une d'elles se détache comme la plus convaincante. Elle a été poignardée avant de monter dans le train. La théorie la plus élégante est que le coup fatal a été porté sur le quai Bondé quelques instants avant qu'elle n'embarque. Un assassin professionnel comme Filiol aurait pu porter le coup par derrière, au milieu de la cohue. Le couteau, laissé dans la plaie, aurait stoppé l'hémorragie immédiate. Laetitia, en état de choc et la moelle épinière sectionnée, n'aurait peut-être pas immédiatement réalisé la gravité de sa blessure. Elle aurait pu monter dans le train et s'asseoir pour ne s'effondrer que lorsque le mouvement du train a provoqué l'hémorragie fatale. Ce scénario élimine le besoin d'une fuite impossible de la voiture. Le crime se serait produit à la vue de tous, masqué par le chaos d'une station de métro animée. Quant au whodunit, bien que l'affaire reste officiellement non résolue, affirmer que l'identité de son assassin est un mystère, c'est ignorer le poids écrasant des preuves. Le mobile est clairement établi. L'ordre est venu de la direction de la cagoule. L'exécuteur était presque certainement Jan Filiol. L'affaire n'est donc pas un véritable whodunit. C'est une affaire où l'identité de l'auteur et de la conspiration derrière lui était connue des autorités. L'échec à obtenir une condamnation n'est pas dû à un manque de preuves, mais à une décision politique délibérée de ne pas agir. Le meurtre de Laetitia Tourreau n'est pas un mystère à résoudre, c'est un cas de justice délibérément refusée. L'assassinat de Laetitia Tourreau transcende la catégorie d'un simple crime non résolu. C'est une micro-histoire puissante et révélatrice. Un miroir qui reflète les profondes pathologies de la France de l'entre-deux-guerres. Sa vie et sa mort fonctionnent comme une allégorie pour une nation aux prises avec la dépression économique, la guerre des classes, le poison de l'extrémisme et l'ombre imminente du fascisme. Sa vie, marquée par son identité liminale, a incarné les contradictions d'une société fracturée. Sa mort violente symbolise le rejet brutal de cette complexité par un monde qui se précipitait vers la simplification barbare de l'idéologie totalitaire. L'enquête sur son meurtre a exposé la faiblesse terminale de la Troisième République. L'incapacité de l'État à traduire en justice les assassins connus de l'un de ses propres agents n'était pas un échec de la police, mais un échec de la volonté politique. L'impunité accordée à la cagoule fut un présage direct de l'effondrement moral et politique qui permettrait l'émergence du régime de Vichy. Le silence qui a entouré son cas pendant des décennies n'était pas dû à un manque de preuves, mais à un acte collectif et politiquement motivé d'oubli. C'est un silence qui en dit long sur les compromis et les défaillances morales qui ont ouvert la voie à la chute de la République. Ainsi, l'histoire de Laetitia Tourreau perdure non pas comme un puzzle insoluble, mais comme un témoignage obsédant d'une époque où les fantômes de la politique clandestine pouvaient tuer en toute impunité en plein jour, et comment une nation, en choisissant de ne pas voir, est devenue aveugle à sa propre destruction imminente. Quelles sont vos théories sur les détails de ce crime ?
Pensez-vous que la police aurait pu agir différemment, malgré les pressions politiques? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre opinion est précieuse et enrichit la discussion. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Traces perdues pour ne jamais cesser de questionner le passé.